Je vais vous présenter une partie du jargon utilisé dans le domaine de la sécurité informatique et vous expliquer les termes. Alors vous connaissez probablement des termes comme virus, peut-être même malware, ou d'autres termes encore. Alors, commençons par le terme malware, ou on peut le traduire en français par maliciel. De quoi s'agit-il? En fait, un malware est un programme, un logiciel malveillant qui va venir s'installer sur votre ordinateur. En fait, c'est un terme très générique. Aujourd'hui, la plupart des antivirus sont en réalité des anti-malware, c'est-à-dire qu'ils s'attaquent au programme malveillant, quelle que soit sa nature. Cela étant, c'est vrai que dans la famille des malwares, vous avez un peu des catégories, et notamment vous avez une première catégorie qui est très connue, qui est la catégorie des virus. Alors, un virus est donc un malware, mais qui a un mode de fonctionnement un peu particulier. C'est-à-dire qu'il va venir s'installer sur votre ordinateur en venant parasiter un programme existant ou un document existant. Typiquement, vous avez un programme tout à fait légitime qui héberge à son insu, très souvent, un virus. Lorsque vous allez exécuter le programme, le virus va s'installer sur votre ordinateur ou votre smartphone, car nous allons le voir, les smartphones sont de plus en plus visés et touchés. Donc du coup, le virus, il peut aussi se déployer grâce, non pas à un programme, mais à un document. En fait, vous téléchargez un PDF, un fichier PDF d'Acrobat, d'Internet, et si votre antivirus ne détecte pas le virus, eh bien, si le document PDF est porteur d'un virus, ce virus peut venir s'installer au moment où vous ouvrez le document. Le simple fait d'ouvrir le document PDF peut, à ce moment-là, exécuter un virus à votre insu. Alors, l'objectif des virus étant généralement de dégrader les performances de votre ordinateur, voire de corrompre les données, les supprimer parfois, qui se trouvent sur votre ordinateur. Il existe une autre catégorie de malware que sont les vers, ou worms en anglais. En fait, un ver, contrairement à un virus, ne va pas utiliser, ne va pas parasiter un programme existant, il va s'auto-répliquer tout seul. C'est-à-dire qu'un ver est un programme indépendant qui cherche à se multiplier le plus possible. L'objectif étant, encore une fois, de nuire au bon fonctionnement, cette fois-ci de votre réseau informatique. Troisième catégorie de malware très importante et très pernicieux, ce sont les chevaux de Troie, ou Trojan en anglais. Ils vont fonctionner comme les virus, c'est-à-dire qu'ils vont parasiter un document, une application, tout à fait légitime une fois de plus, et au moment où vous allez soit ouvrir le document, soit lancer l'application, ou une image d'ailleurs, le cheval de Troie va venir s'installer. Et vous savez bien que dans le cas du cheval de Troie, eh bien, c'est un programme qui s'installe à votre insu, qui est dans vos murs, donc, qui va utiliser une porte dérobée, c'est-à-dire qu'il va créer la possibilité pour un attaquant de venir prendre le contrôle de votre ordinateur. Il pourra épier ce que vous faites, il pourra aussi collecter des données sur votre ordinateur, tout ça évidemment étant à votre insu. Les chevaux de Troie est donc un malware qui est très dangereux et qui est utilisé notamment pour créer ce qu'on appelle des botnets. Alors, qu'est-ce qu'un botnet? En fait, un botnet est tout simplement un réseau d'ordinateurs compromis. C'est-à-dire que c'est un réseau d'ordinateurs, notamment sur Internet, qui sont tous infectés par un cheval de Troie. Quel est l'intérêt? Quel est finalement le but, l'existence d'un botnet? Eh bien, un botnet a été créé par un cybercriminel de façon à avoir à sa disposition des moyens importants pour, par exemple, mener une attaque. Ou bien, il existe aussi tout un marché noir qui permet de vendre la puissance machine qui ne lui appartient pas, évidemment, mais il la vend quand même, à des gens qui vont chercher à mener des attaques, des déstabilisations des fois d'entreprises ou d'États ont été faites à travers des réseaux botnets, c'est-à-dire à l'insu même des gens, des propriétaires légitimes des ordinateurs. Alors, cybercriminel, j'en ai déjà parlé, c'est effectivement
criminel qui profite des technologies numériques pour s'enrichir sur votre dos. Voilà. Et il va évidemment utiliser des malwares. Alors, le cookie est un peu à part parce que ce n'est pas en tant que tel un malware, certainement pas. Par contre, c'est un petit fichier qui est déposé sur votre ordinateur lorsque vous visitez un site web. Le site web demande à votre navigateur web de créer un petit fichier avec quelques informations dedans. Le problème, c'est que des attaquants vont pouvoir chercher à capturer les informations qui se trouvent dans votre cookie et utiliser ces informations pour se faire passer pour vous auprès des sites web. Et malheureusement, il existe des techniques qui font qu'il n'y a pas de sécurité absolue. On verra d'ailleurs un peu plus tard, dans une autre vidéo, comment supprimer régulièrement ces cookies. Une autre catégorie de malware est constituée de ce qu'on appelle les enregistreurs de frappe, ou keylogger en anglais. Alors, ce sont des programmes, généralement, qui vont tout simplement capturer tout ce que vous tapez. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous tapez sur votre clavier, eh bien, ces programmes vont enregistrer ce que vous allez saisir, et donc ils vont récupérer en clair, notamment, vos identifiants pour vous connecter sur votre banque en ligne, votre mot de passe, et ainsi de suite. Il existe des techniques assez simples qui vont faire que, en plus, ce programme va transmettre périodiquement les informations qu'il a collectées à l'attaquant. Alors là aussi, normalement, l'antivirus est capable de détecter l'enregistreur de frappe de façon à éviter que vous soyez victime de ce genre de piège, bien sûr. Le phishing, ou bien en français hameçonnage ou harponnage, est une technique qui consiste finalement à usurper l'identité d'un organisme public ou d'un service public ou d'une marque connue ou de votre banque, de façon à obtenir de vous des informations confidentielles. Et les deux leviers utilisés par le phishing sont essentiellement la panique, la menace d'une clôture de compte par exemple, ou bien l'euphorie, l'espoir ou l'annonce du versement d'une somme qui fait que vous vous connectez sur un site et là vous commencez à saisir des identifiants, donc votre identifiant, votre mot de passe. Or, ce site est un site usurpé. Nous verrons concrètement comment on peut s'en défendre. Alors, les spyware ou espiogiciels, en français, un terme qui n'est pas très utilisé quand même, mais bon. Spyware, en fait, est un logiciel qui collecte des informations, notamment sur vos habitudes de fréquentation des sites web. Quels sont les sites web que vous fréquentez, à quelle fréquence, quelles sont vos habitudes finalement en tant qu'internaute. Toutes ces informations sont collectées par les spyware et certains spyware, qui sont à ce moment-là de vrais malware, vont collecter et voler des informations confidentielles. Alors généralement, les spyware sont incorporés dans un programme tout à fait légitime, un peu comme un virus ou un cheval de Troie. Vous comprenez bien que les frontières sont des fois un petit peu floues quand même. Je pose quelques définitions, mais vous pouvez avoir un malware qui est aussi un spyware, un cheval de Troie, un virus. Enfin, tout ça, évidemment, n'est pas codifié, on va dire, pour les cybercriminels. 0day ou 0day, les deux écritures existent. En fait, c'est une faille de sécurité d'un programme ou d'un logiciel qui n'a pas encore été corrigé par l'éditeur du logiciel. Autrement dit, soit l'éditeur ne sait pas que cette faille existe, soit il le sait, mais pour des raisons diverses, il ne l'a pas corrigé. Il existe des sociétés, des organisations, des sociétés privées, qui sont spécialisées dans la recherche de failles 0day. Il existe des techniques qui permettent de trouver, en tout cas, certaines de ces failles. Donc, derrière, il y a tout un marché qui est absolument invraisemblable, avec des ventes 1000, 10 000, 100 000 $, même plus encore, hein, pour certaines failles de sécurité 0day. Leur intérêt, c'est parce qu'effectivement, comme ces failles ne sont connues de personne, finalement, ou de très peu de monde, eh bien, c'est facile de les exploiter. Les antivirus ne vous empêcheront pas d'exploiter ces failles, et donc ça donne lieu à tout un commerce actuel. On trouve même des agences gouvernementales qui vont récupérer ces informations pour mener des attaques contre un pays, par exemple. Alors, tous ces termes, en fait, il est important de les connaître un petit peu si le sujet vous intéresse, parce que
Derrière, vous avez des rapports, des documents. Alors c'est vrai, très souvent ils sont en anglais, qui utilisent ces mots. Je vais sur le site d'IBM. Donc IBM, vous connaissez, un constructeur d'ordinateurs. IBM a créé ce qu'il appelle la X-Force. Et vous trouvez sur ce site des rapports. Encore une fois, ces rapports sont en anglais. Il n'est pas jonché de trop de termes techniques. Il est abordable, on va dire, pour un esprit curieux. Mais bon, c'est effectivement, il faut connaître au moins les premiers mots pour pouvoir l'utiliser. Donc vous pouvez le télécharger et vous obtenez, voilà, c'est un rapport, en fait c'est celui que j'ai sous les yeux, avec différents tableaux, chiffres, etc. Vous avez aussi Microsoft qui a son propre rapport, qui est un rapport aussi en anglais. Il existe une version française qui est un peu plus condensée quand même par rapport à l'original en anglais. Vous pouvez aussi télécharger, et là vous voyez des informations aussi très intéressantes sur les menaces. Donc, ce tableau présente simplement par catégorie de grandes familles de menaces la répartition au niveau mondial. Vous avez d'autres sites, hein. Vous avez le site de Sophos, il y en a bien d'autres encore, qui présentent en fait un certain nombre d'informations sur les tendances en matière de risque et de sécurité. Un mot quand même sur les téléphones portables, parce que là j'ai pris comme exemple du journal ICT, journal suisse, qui explique que les téléphones portables sont victimes de cyberattaques de plus en plus nombreuses. Enfin, si les vulnérabilités 0D vous intriguent, ou vous souhaitez en savoir plus, sachez qu'il existe un guide édité par un organisme français qui s'appelle l'ENSSI, l'ENSSI, voilà, c'était ici, qui dépend du gouvernement français, et qui a édicté un certain nombre de bonnes pratiques pour se prémunir le plus possible de ces attaques qui, par définition, sont imprévisibles, car inconnues a priori de l'éditeur de logiciels. Donc dans un guide très accessible, hein, et sans verbiage compliqué, me semble-t-il, vous voyez effectivement un certain nombre de conseils sur la politique à mener finalement pour se protéger.